Parce qu'on n'y va pas comme ça à la fleur au fusil, on fait toujours un business plan. Déjà, il faut mettre 15 000 balles pour imprimer le premier numéro, sauf que tout le monde ment sur leur chiffre de diffusion. À l'époque, j'achète une Integrati Pair. Bienvenue pour votre nouvel épisode d'Autostop, je suis Lem. Ça fait maintenant des années qu'avec Armand, on fait des road trips pour tester des voitures, aller sur des événements automobiles et on rencontre énormément de gens qui ont des super histoires. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, partager tout ça. On a créé la série Autostop. C'est donc une histoire, une voiture, un métier de l'automobile qui correspond à une personne qu'on a rencontrée sur la route. J'espère que le concept va vous plaire et je vous souhaite un très bon épisode. Tchuss tout le monde. Bonjour, je m'appelle Sylvain Carré, je suis le rédacteur en chef de Vulcan Magazine et aujourd'hui je vais vous raconter un peu comment on crée une marque et un magazine automobile de zéro. J'ai démarré plutôt dans l'informatique. Alors je voulais démarrer dans l'automobile parce que je suis passionné depuis tout petit, mais je me suis rapidement rendu compte que les constructeurs et la fabrication des véhicules, c'était pas très porteur comme domaine. J'avais créé une deuxième boîte pour devenir moniteur de pilotage et je me suis dit j'ai envie de créer quelque chose, un produit qui soit plus fédérateur de ma passion automobile et qui soit beaucoup plus accessible que le coaching automobile parce que c'est quand même réservé encore à une élite. Et donc je me suis dit, un magazine, c'est un bon support pour transmettre tout ce que j'ai à dire sur les voitures. Et du coup, on a créé Vulcan Magazine en 2020. C'est un projet Covid aussi. On a profité de la pause, entre guillemets, du Covid et du temps qu'on avait à la maison pour pouvoir créer un prototype, faire des tests, tester un peu le produit, la façon dont je voulais le faire, etc. Et on est arrivé sur cette formule. Vulcan, ça vient de la vulcanisation. La vulcanisation, c'est le procédé par lequel le pneu il devient rigide. Tu vois. Et donc le principe, c'était juste de brûler du pneu. C'était ça le principe du magazine. Donc, juste un prétexte pour rouler, quoi. Exactement. Ah, mais de toute façon, tout ce qu'on fait n'est qu'un prétexte pour rouler. Et donc le principe du magazine, c'est qu'on fait 4 numéros par an. On fait un numéro sur une seule voiture à chaque fois. Donc en fait, chaque numéro est traité un peu comme un hors-série sur une seule voiture, où on va parler un peu d'argent, on va aborder des sujets qui sont peu abordés dans la presse. Donc on va parler de pilotage, on va parler d'argent, on va parler de fiabilité, et puis après on va parler un peu de l'histoire de la voiture au moment où elle est sortie, ce qu'elle représentait au moment où elle est sortie, et ce qu'elle représente maintenant. C'est un peu ça qui constitue un magazine Vulcan. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de pouvoir faire quelque chose qui soit pas dépendant de l'actualité. Aujourd'hui, on continue de vendre nos magazines de nos premiers numéros à nos clients qui nous découvrent parce que les magazines ne sont pas démodés. Donc, il n'y a aucun magazine qui est démodé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, en fait, quand j'ai fait mon business plan de Vulcan Magazine, parce qu'on n'y va pas comme ça à la fleur au fusil, on fait toujours un business plan, on a fait une analyse aussi de la concurrence directe, donc les magazines, qu'est-ce qu'ils proposaient, la concurrence indirecte, les youtubeurs, tout le contenu sur Instagram, tout ce qu'on peut voir à la télé aussi, automoto, etc. Et on s'est dit, bon bah, qu'est-ce que ces gens-là offrent, comment ils vivent, tu vois, quelle est leur source de revenus, etc. Et comment nous, on va se positionner par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a une presse et on a un milieu automobile globalement qui dépend énormément et essentiellement de la publicité. Et on s'était dit, nous, si on veut avoir les mains libres, faire ce qu'on veut, il faut absolument qu'on dépende de nos lecteurs à nous. Donc en fait, on a dit, on veut, plutôt que de commencer avec une offre gratuite, essayer de rassembler le maximum de gens, et puis après essayer de monétiser d'une manière ou d'une autre, par de la publicité notamment, on s'est dit, non, on va démarrer avec une offre payante, même si on a une cible beaucoup moins large, mais au moins, nos clients, ils savent que la production de contenu, la production de vidéos, la production de magazines, ce n'est pas gratuit, et que du coup, ils vont nous aider financièrement. Et aujourd'hui, on a créé une communauté autour du magazine où les gens nous soutiennent financièrement et où du coup, ils savent qu'on a les mains totalement libres pour dire ce qu'on veut, comme on veut. Donc du coup, le magazine, il est irrévérencieux. On se permet de dire des choses qu'on trouve nulle part dans la presse et ça nous donne une patte qu'on retrouve nulle part ailleurs. Exactement. C'est notre avis, c'est très tranché, c'est assumé, c'est subjectif. Du coup, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, et c'est pas grave. Je veux dire, il y a plein d'autres offres. On ne peut pas dire que l'offre de contenu automobile, elle n'est pas pléthorique aujourd'hui. Et ça coûte quelques euros. Franchement, c'est pas un produit qui est très cher par rapport au niveau de qualité qu'on propose. Une saison de magazine, c'est à peu près 50 € par an, quelque chose comme ça. On a une formule d'abonnement qui est à 4,20 € par mois, qui donne accès à tout ce qu'on peut offrir de meilleur et notamment des réductions sur les anciens magazines qu'on achète parce que souvent nos clients ils nous découvrent en fait via un numéro.
parce que leurs copains, ils savent qu'ils ont leur voiture et on leur offre un numéro parce que c'est leur voiture. Et puis après, ils lisent le magazine et puis ils se rendent compte que c'est complètement décalé et que du coup, ils sont curieux de savoir ce qu'on a à dire sur les autres modèles. Et du coup, c'est comme ça qu'on fidélise et qu'on accroche nos clients, en fait. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a lancé ce magazine. Et aujourd'hui, on est 3. 2 journalistes. Donc moi, je suis rédacteur en chef. J'ai 2 journalistes maintenant. Valentine, qui est vraiment spécialisée sur la partie histoire et puis qui est très, très cultivée sur tout le domaine automobile. Et j'ai Mayeul, qui est un peu plus spécialisé sur la partie mécanique, et puis aussi argent, affaires, etc., qui va savoir un peu toutes les faiblesses de chaque modèle. C'est des puits de science, ils sont tout jeunes par rapport à de la presse traditionnelle où les intermédiaires prennent 50% du chiffre. Aujourd'hui, nous, on n'a pas d'intermédiaire, on vend en direct. Donc du coup, c'est plus dur d'aller chercher des clients parce qu'il faut aller les chercher soit sur Internet par des vidéos sur YouTube ou par des influenceurs sur Instagram, par exemple. Ou alors, on fait aussi beaucoup d'événements physiques. Donc, on participe à énormément de salons. On fait 12 salons par an, quasiment un par mois. Et donc là, on se déplace, on a notre voiture, on a notre stand, on a notre équipe de vendeurs. Donc effectivement, le début, ça a été très difficile parce que on partait de zéro. Donc, il n'y avait pas de marque. Moi, je n'étais pas journaliste. Je ne suis pas photographe. Je ne suis toujours pas photographe, d'ailleurs. Je n'avais pas d'équipe. Je n'avais pas de connaissances. J'avais quand même travaillé un peu sur les éléments que moi, je voulais avoir dans les magazines. C'est-à-dire que j'avais déjà une vision quand même de ce que moi je voulais proposer comme contenu, tu vois, les points sur lesquels je voulais qu'on appuie. Mais je n'avais jamais écrit de magazine complet jusqu'à présent. Du coup, c'est pour ça que la première chose que j'ai faite, c'était un proto. Je mets 15 000 € sur la table et on fait un vrai prototype. Je rencontre des photographes, mais un peu par hasard, hein, et je leur dis, est-ce que vous connaissez un graphiste qui est capable de me faire à la fois un logo et à la fois une mise en page? Et donc, je tombe sur un graphiste qui habite pas très très loin de chez moi. On fait une étude de charte graphique avec lui. On s'arrête sur un design qu'on affinera après au moment du vrai prototype. Donc là, déjà, j'ai ma charte graphique. Après, je me dis, bon, il faut que je produise un magazine complet pour faire un vrai prototype. Je ne vais pas faire un faux prototype. Je veux faire le vrai. Je vais produire le vrai premier magazine. Je ne vais pas forcément l'imprimer, mais au moins le produire pour voir ce que ça donne. Et puis le tester sur des gens, sur une cible. Avec quelle voiture je démarre? Et là, je me suis dit, il ne faut pas un truc qui soit trop iconique, parce que sinon, les gens ils vont juste l'acheter parce que c'est cette voiture-là, et ils ne vont pas reconnaître le concept derrière. Donc je voulais vraiment trouver une voiture à mi-chemin, pas trop connue, mais pas trop inconnue non plus, pour pouvoir développer mon concept et voir si les gens ils accrochaient sur le fond. Et du coup, je pars sur Integratiper. Je me dis Honda Integratiper, c'est à peu près le genre de voiture que je veux passer dans le magazine. On est sur la bonne cible, on n'a pas une cible immense, on est sur quelque chose d'assez populaire, etc. C'est un bon modèle pour démarrer. À l'époque, j'achète une Integratiper. J'avais un copain qui avait une Integratiper, donc je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas perdre beaucoup d'argent sur une Integratiper. Donc j'achète la voiture et je cherche du coup un photographe. Et je rencontre par connaissance, par rebond de connaissance, je rencontre Joris Clerc, excellent photographe lyonnais. Alors d'abord, on fait des shoots pas très loin d'ici, tu vois. On va faire un shoot derrière dans les Monts d'Or, et puis après on fait un shoot sur circuit, on va quand même faire un shoot sur circuit, etc. Je récupère toutes les photos, et puis j'avais pas assez de photos pour illustrer mon magazine. Il me faudrait d'autres photos, d'autres Integratiper, parce que la mienne elle était rouge, alors et du coup je me suis dit je vais quand même pas faire tout un magazine avec que de l'Integra rouge, il me faut une autre couleur, il me faut une blanche, quoi, tu vois. Il me faut une blanche. Joris Clerc, il avait un réseau de photographes de malades, donc du coup lui il me donne les contacts, et je discute avec Denis Noten, autre pointure de la photographie en Belgique. Donc, je lui offre une journée en location, et puis il me fait mes shoots. Et puis il me fournit des photos aussi. Parce qu'en fait, lui, il avait déjà shooté plein d'Integratiper. Et donc du coup, il m'envoie des photos de ses shootings, où il avait des shootings complets, parce que en fait, le magazine, il est divisé en 8 parties, et chaque partie, c'est un photographe et une ambiance différente. Et après, je rédige mon magazine. Je rédige tout, et un beau PDF, exactement. Et là, je me dis, je regarde le PDF et je me dis, waouh, ça en jette, quoi, ça en jette vraiment. Et alors, le problème, c'est d'avoir un public cible qui est des amis, c'est compliqué. Idéalement, il faut trouver des gens. C'est ça.
Là, mes amis, c'était « Ah, ça a l'air super, mais ça ne marchera jamais », tu vois, c'était un peu ça le discours. Donc on teste des choses, je teste des choses, et puis je me dis à un moment donné, bon, bah, c'est bon, il faut y aller, il faut tester, quoi. À partir de là, 2 questions se posent. Un, il faut le vendre, donc ça veut dire il faut créer un site web. Ensuite, il faut le produire. Et donc là, il faut que tu choisisses un imprimeur, et puis là, il va falloir mettre ses couilles sur la table, parce qu'une impression, à l'époque, c'était les premiers, on s'est planté sur le nombre, parce qu'on était beaucoup trop, tu vois, moi j'ai regardé les abacs de combien ça vendait, ouais, de combien ça produisait, les magazines dans la presse. Et je me suis dit, bah, je vais prendre un tiers de ce qu'ils vendent, tu vois. Sauf que tout le monde ment sur leurs chiffres de diffusion. Et donc, du coup, je me suis planté, tu vois. Et j'en ai imprimé, je crois que le premier, c'était genre 8000, un truc comme ça. Alors, j'en ai pas 4000 là, mais il m'en reste encore quelques palettes, tu vois. Donc, le premier, j'en ai plein. Du coup, une impression, c'était 15 000 balles. Donc, du coup, je me dis, bon, alors déjà, il faut mettre 15 000 balles pour imprimer le premier numéro. Et après, il fallait que je garde un peu d'argent pour faire un peu de marketing. Parce que les événements, je visite tout un tas d'imprimeries. Je fais des devis partout. L'imprimerie que j'ai choisi l'imprimerie Chirac, qui est une imprimerie très connue du côté de Roanne. Et une fois que la machine elle est lancée, que tu en sortes 2, 3, 4, 5 000, ça ne change pas grand-chose. Enfin, tu as juste le coût des feuilles. Mais de toute façon, ils te les crachent en... Une fois que tu as lancé la machine, le machin, et en une demi-heure, tu as imprimé tes pages. Aujourd'hui, on a un tirage à 4 000. Et quand on baisse le tirage, et ben, en fait, on sort une impression à 9-10 000 euros. Donc 4 000, 10 000 euros. C'est des chiffres que les imprimeurs ne donnent pas, ça. Hein. Je vous les donne. Non, je vous les donne. Mais après, moi, le but aussi de Vulcan, c'était de dire, c'est transparent, tu vois. On donne tous les chiffres. Et d'ailleurs, avec nos abonnés, on fait des newsletters régulières et on donne les bilans, tu vois, combien ça a coûté, les événements, les machins. On est transparent sur tout, quoi. Parce que du coup, les gens, ils se rendent compte vraiment de ce que ça représente. Pour avoir toutes ces dépenses-là, j'ai fait un prêt à la banque. J'ai imprimé, j'ai créé mon site web. Donc, je ne me souviens plus du prix du site web, mais c'est aux alentours de 10 000 euros, quoi. L'impression 15 000. Et après, il faut un logisticien. Donc là, l'imprimeur m'envoie faire un logisticien à Lyon. C'est une boîte avec qui on travaille toujours aujourd'hui. C'est des handicapés qui nous font les expéditions. Et ça marche très bien. Ils gèrent le stockage et la partie expédition. Donc, ce n'est pas nous qui faisons les expéditions, parce que je vois toujours plein de youtubeurs là, qui se galèrent à expédier leurs casquettes et tout chez eux avec des cartons dans tous les sens. Ce n'est pas nous qui faisons ça. On a externalisé cette partie-là. On a dû négocier les tarifs à la poste aussi, parce que envoyer les magazines, ils sont très beaux, ils font 84 pages, ils font 450 grammes. Quand on envoie 450 grammes par la poste, si tu le fais en recommandé, c'est 6,50 €. Du coup, quand tu vends un magazine, au début on les vendait 12 balles, si tu mets 6,50 € de frais de port, tu perds les gens. Et du coup, on a négocié les tarifs avec la poste, et on a réussi à obtenir un coût d'envoi très faible en prenant les mêmes contrats que les catalogues Ikea. Il y a des contraintes annuelles, il y a des contraintes, mais ça permet d'avoir un coût d'envoi aux alentours d'1 € le magazine. Donc ça nous permet voilà, c'est hyper raisonnable. On fait payer quelques frais de port, mais c'est vraiment ridicule. Tu vois, c'est frais de traitement et frais de port, mais c'est vraiment ridicule. Et dès que tu en prends un peu plus, tu n'as plus de frais de port, quoi. Ça nous permet d'absorber les frais de port. Mais ça, c'était vachement important. C'est pareil, si tu n'arrives pas à négocier avec la poste, avec tes imprimeurs, enfin, c'est que de la négociation. On est très très loin de l'automobile à ce moment-là, si tu vois. Quand tu commences à monter une boîte avec de la prise de commande, du SAV, parce que tu as forcément du SAV. On a 1 centième des colis qui se perdent. 1%, ouais 1%. C'est à peu près la moyenne. Hein. En business en ligne, c'est ça, 1%. Pas de nouvelles, ou le gars, il l'a pas reçu, ou c'est son voisin qui l'a pris, ou c'est le facteur qui l'a pris. Au début, il y avait Vulcan marqué sur l'enveloppe. On a vite arrêté. Hein. On a vite arrêté, parce qu'on a gagné quasiment 1% de perte en moins en enlevant le Vulcan de l'enveloppe. J'ai produit le premier, et après, il fallait le commercialiser. Donc après, tu rentres dans le merveilleux monde du marketing, et donc là, tu rencontres des influenceurs, des youtubeurs, tu commences à négocier les prix avec eux, etc. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la meilleure manière de le faire, c'était de faire du troc. Échange de contenu versus featuring. Et donc on a beaucoup fait ça. Et après, je me suis aussi rendu compte que les youtubeurs avec qui je parlais étaient des gens très jeunes, souvent très très jeunes. Donc ils avaient entre 20 et 25. Aujourd'hui, ils vieillissent. Hein. Toute cette génération de youtubeurs qui a démarré sur YouTube vieillit au fur et à mesure. Mais du coup, ils étaient très jeunes et ils avaient énormément besoin de conseils sur la partie pro. Donc, demandant conseil en expertise comptable, et du coup, le troc s'est fait aussi sur cette partie-là. Conseil en entreprise, parce que le fait d'avoir 10 ans de plus qu'eux, d'avoir monté 2 boîtes avant, on a évité quelques pièges.
Et du coup, il y a eu beaucoup de troc à ce niveau-là. Et ça, c'était super parce que du coup, ça a fait rentrer Vulcan dans un espèce de réseau, pareil, de youtubeurs, d'influenceurs, de photographes. On est tous dans le même réseau maintenant, hein. C'est un réseau qui dépasse la France aussi. Et du coup, je trouve ça très cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de synergie et tout le monde s'apporte de l'aide. Et du coup, Joris a été le premier à m'aider sur les événements. Et c'était vraiment très dur. Quand t'imagines, tu essaies de vendre un concept de 4 magazines par an, mais tu n'en as qu'un. Et tu essaies de vendre des saisons complètes, alors que les gens ne savent pas si tu vas réussir à payer le deuxième numéro. Donc, tu as un certain nombre de personnes qui te font confiance, qui achètent la saison parce qu'ils te connaissent, etc. En fait, c'est comme les crowdfunding. Tu as plusieurs cercles. Tu as un premier cercle d'amis proches qui vont commander pour te soutenir, à toi, juste toi. Le deuxième cercle, c'est les amis des amis. Donc, eux, ils en parlent à leurs amis. J'ai machin qui lance ça. Ça te plairait et tout. Au début, c'était 40 balles. Ces 40 balles, est-ce que tu les mets, tu vois, et comme ça, j'avais réussi à récupérer, je crois, sur le premier mois, j'avais réussi à récupérer 11 000 €. Et donc ça, hop, ça payait le deuxième numéro. C'est à partir du troisième et du quatrième que ça a été vraiment très compliqué. Parce que là, du coup, tu as passé tes 2 cercles. Tu as pris ce que tu avais à prendre sur les gens que tu connaissais. Après, il faut aller chercher des clients supplémentaires. Et là, ça devient dur. Et donc là, tu fais des événements, tu galères. Exactement, il faut produire les magazines. Et je dis souvent, hein, le magazine, enfin, Vulcan, c'était 1/3 de production de magazine, 2/3 de commercialisation, en fait. D'aller chercher des nouveaux clients. D'aller faire des salons. On allait sur les Cars & Coffee, tu vois, on vendait sur le capot, des magazines sur le capot. Et puis convaincre les gens que tu peux prendre le premier numéro, mais c'est mieux de prendre les 4. Et, tu vois. On a sorti 16 numéros. Et puis après, il y a des erreurs de mise en page qu'on n'a pas vues parce que tu as beau relire le magazine 20 fois, et il y a toujours des coquilles qui passent, quoi. J'ai un lecteur qui relevait toutes les fautes tout le temps. Et du coup, je lui dis, écoute, exactement, est-ce que je peux t'envoyer le texte avant, tu me relèves les fautes? Et puis, et du coup, j'ai ma femme qui relit une première fois. Ma femme, elle est prof de français. Elle relit une première fois. Et après, j'envoie à mon psychorigide de lecteur, là, qui lui repasse tout au peigne fin. Et après, je considère que là, c'est bon, c'est relu. Exactement. Et si ça passe, là, après, c'est trop tard. Tant pis. Grosso modo, j'ai une shortlist qui va de la 205 GTI jusqu'à la Ferrari 355, en passant par les 997 GT3. Donc, c'est vraiment de la voiture analogique. Bon, ça ne veut rien dire en français, mais c'est des voitures tactiles, on va dire. Mais tu vois, par exemple, une Yaris GR, elle a sa place dans Vulcan, tu vois. Ou une Alpine A110, on a fait l'Alpine A110, ça a sa place dans Vulcan parce que c'est vraiment des voitures qui se pilotent, c'est vraiment des voitures destinées aux passionnés. Il y a des voitures sur lesquelles moi, je ne suis pas convaincu soit par l'offre, soit par la hype. Tu vois. Typiquement, on a fait un numéro sur la 205 GTI. Et moi, je ne suis pas un grand fan des 205 GTI. Et j'explique dans le magazine quelles sont les limites que moi je trouve au modèle. Et du coup, il y a des gens qui sont des talibans de la 205 GTI qui n'ont pas énormément apprécié ce numéro-là. Pour autant, ils l'ont acheté parce que des numéros consacrés entièrement à la 205 GTI, il n'y en a pas non plus des milliers, tu vois. Et ils sont d'accord, hein, mais ils trouvent qu'on est trop dur, etc. Mais tant mieux, à la limite, c'est pas très grave. On a fait des numéros sur des supercars, Audi R8 V10. On a traité aussi, par exemple, les Nissan GT-R, qui sont un peu un entre-deux. Et ça c'est intéressant, parce que c'est des voitures qui sont quand même accessibles, mais ça reste quand même en dehors de la bourse de beaucoup de gens. Et nous, on a un lectorat aussi qui est assez jeune, hein, qui est vraiment un lectorat qui accède au magazine aussi par le Pass Culture et tout en France. Et ils peuvent s'acheter gratuitement le magazine. Si ça veut dire quelque chose, mais c'est le cas. Et du coup, on a un lectorat qui est très jeune. Pour eux, c'est complètement inatteignable, si tu veux. Mais pour autant, tu vois, on a traité la Ferrari 458. Pour moi, c'est un peu... Je voudrais pas qu'on dépasse des caisses. Aujourd'hui, la moindre voiture de sport, elle vaut 200 000. Hein. 200 000, c'est un peu la limite, quoi. Tu vois, on essaie de pas trop aller au-dessus parce qu'on sait qu'on perd des gens. Moi, j'adorerais faire effectivement, tu vois, une McLaren F1, un truc comme ça. C'est le rêve de tout passionné, y compris moi. Mais je ne veux pas faire un magazine spécialisé dans les CLK GTR, la Ferrari.
on avait un peu de mal à récupérer les voitures. Aujourd'hui, les gens nous proposent des voitures à l'essai. Donc, si la voiture est dans la shortlist, eh ben, on organise le shooting et après, on garde le shooting pour le magazine qui sortira après. Bien sûr, les gens ils sont hyper contents d'avoir leur voiture. Tu vois, les voitures de cette année, par exemple, c'est Alfa 156 GTA, M3 E36, donc toutes les M3 E36. Donc, on a une cab, une berline et un coupé. Subaru GT. Et la dernière de l'année, c'est Dodge Viper. Oui, les premières. C'est que ça qui m'intéresse. Et on a des projets incroyables qui vont sortir, mais je ne vous dis pas tout. Exactement. Donc, pour commander les magazines, c'est très simple, c'est vulcan-mag.com, -du-6, vulcan-mag.com, tout est en description, ouais. Et l'Instagram, c'est vulcan.mag, Facebook, c'est vulcan.mag, YouTube, c'est vulcan.mag. Grosso modo, c'est ça nos réseaux. C'est assez facile de nous trouver maintenant, on est bien référencé, ça fait 4 ans qu'on fait ça, on est bien référencé. Donc, tape Vulcan Magazine, tu vas trouver.